Comment appréhender l'or dans une gestion de patrimoine? Voilà la question qui va nous animer hors ce début d'émission avec Audrey Ferry. Bonjour Audrey Ferry. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie France. Alors l'or, on a vu effectivement une progression assez impressionnante de l'actif sur ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On a vu au moment où on tourne cette émission beaucoup plus de volatilité quand même depuis 2-3 jours sur l'investissement en or. Quand on prend un petit peu de recul en matière d'ingénierie patrimoniale, pourquoi est-ce que déjà, on peut rappeler aux gens qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'on dit que l'or est une valeur refuge, Audrey Ferry? Alors c'est vrai qu'on dit que l'or est un actif refuge par excellence parce que, surtout en période d'instabilité géopolitique, il assure pour les détenteurs une protection contre l'inflation. Et puis aussi toutes les incertitudes économiques, voilà, c'est une bonne protection. D'accord. Ça permet également de protéger contre une baisse de la valeur des monnaies, puisque l'or n'a pas de passif, il n'y a pas de dette émise sur l'or. Et puis, les États ne peuvent pas en créer, ne peuvent pas manipuler cet actif. Et en plus, on en extrait peu. D'accord. En tout cas, l'extraction est limitée. L'or, dans un patrimoine, il peut apparaître sous deux formes. On parle d'or physique, par exemple lingots, pièces, ou alors plus dans les comptes titres, donc sous forme de valeurs mobilières, par exemple des ETF, donc on parle plus d'or papier. D'accord, d'or d'investissement quelque part. Exactement. On investit plus sur l'or papier que sur l'or physique. Oh, je ne sais pas quelles sont les proportions entre l'un et l'autre, mais en tout cas, il y a ces deux possibilités, ces deux chemins qu'on peut prendre. Quand on parle, là vous nous avez effectivement mentionné l'or comme facteur de stabilité, quand on a effectivement un monde d'incertitude politique, économique ou autre. Quand on voit de la volatilité, comme on l'a vu ces derniers jours sur l'actif de l'or, est-ce que ça remet en cause le rôle de valeur refuge de l'or ou pas forcément? Ce qu'il faut voir, c'est que l'or, ça va permettre quand même de lutter contre l'inflation, c'est décorréler des marchés. Donc, ça reste quand même cette valeur refuge qu'on a indiquée au début de l'émission. Et après, on va en mettre dans un patrimoine de façon raisonnable. D'accord. On peut se dire que, par exemple, sur l'or physique, généralement, on est plutôt aux alentours de 5% au maximum. D'accord. Sur l'or investissement, l'or papier, dans un compte titre, tout dépend du profil de l'investisseur, de son horizon de placement, ses objectifs, sa situation. Et là, on peut aller entre 5 et 10% dans un portefeuille. L'or physique, l'avantage, c'est que... pour les deux types d'ailleurs, c'est un actif qui est tangible, qui est réel. C'est un actif qui est ancien, donc il a tout un historique derrière. Et puis, d'un point de vue fiscal, il a un avantage, c'est que en cours de détention, en fait, il n'y a pas de revenu imposable, il n'y a pas d'IFI. Bien sûr. Oui. Le seul impôt qu'on aura, c'est au moment de la cession. Donc ça, c'est quand même D'accord. On est fiscalisé au moment de la cession de ces investissements en or ou de sa détention d'or. Exactement. Et puis, on n'a pas de souci de gestion locative, par exemple. Donc, c'est quand même assez facile à posséder. Les inconvénients, vous l'avez rappelé, la volatilité, on l'a vu ces derniers jours. Bien sûr. Et puis, comme ça ne génère pas de revenus, ça peut être un inconvénient pour certains. Quelle est la fiscalité qui s'applique en cas de revente du coup de l'or dans lequel on a investi? Alors, on va distinguer en fait l'or physique et l'or papier, l'or investissement. Pour l'or physique, on a un principe qui est l'application d'une taxe forfaitaire. Et cette taxe forfaitaire, elle s'applique sur une assiette qui est déterminée par le montant du prix de cession. D'accord. Donc, peu importe que je réalise un gain ou une perte, je suis taxé au taux de 11,5%, 11% de taxe forfaitaire et 0,5% de CRDS. D'accord. Ça, c'est le principe qui s'applique. On peut aller sur un autre régime qui est optionnel et sous certaines conditions, puisqu'il va falloir pouvoir justifier de la date d'acquisition, du prix d'acquisition de l'actif. Et à ce moment-là, on est dans le régime des plus-values sur biens meubles. Comme je l'ai dit, là, l'assiette, ce n'est pas le prix, ça va être uniquement la plus-value. D'accord. Je ne suis taxée que si je suis en gain. Donc pour une personne qui serait par exemple en moins-value, ça va être intéressant d'aller chercher ce régime-là. Encore faut-il le pouvoir, puisqu'il va falloir pouvoir justifier de la date d'acquisition, du prix, et aussi individualiser l'actif. Par exemple, le lingot, il est numéroté, j'ai une gravure, etc. Donc ce régime, il est avantageux. Pourquoi ? Parce que le taux, c'est quand même 37,6. 19% d'impôt sur le revenu, 18,6% de prélèvements sociaux. Mais uniquement sur la plus-value. Uniquement sur la plus-value. Et en plus, j'ai des abattements pour durée de détention. À partir de 2 ans, j'ai 5% par an. Donc, je suis exonérée totalement après 22 ans. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ce qu'il faut préciser aussi,
C'est que quand je cède un actif d'or physique, si je fais plusieurs sessions dans l'année, par exemple, eh bien, je peux choisir l'un ou l'autre vraiment au cas On par n'est pas obligé cas. de le choisir dès le départ de l'investissement, c'est au moment où on veut Tout à sortir fait. qu'on choisit le cadre fiscal Exactement. qui va s'appliquer. Voilà, D'accord. je choisis session par session. Et l'autre précision, c'est que malheureusement, on ne peut pas compenser plus-value et moins-value. Je vends un lingot en plus-value, un autre en moins-value, je ne peux pas compenser. C'est un peu comme les plus-values immobilières. Si je vends 2 appartements sur la même année, Ça ne je se ne peux pas compense pas. compenser. D'accord. Voilà. Donc Et là, c'est c'est un la petit même peu chose le pour même l'or. principe. Voilà. Ça, c'était l'or physique. Pour l'or papier, l'or d'investissement, la fiscalité, elle va dépendre de l'enveloppe dans laquelle vous avez fait votre investissement. Si vous êtes en compte titre, à ce moment-là, on est sur la flat tax à 31,4%, 12,8% d'impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux. On est sur le régime des plus-values de cession de valeur mobilière. Je peux compenser plus-value et moins-value de même nature. D'accord. Voilà. Et sur une détention, par exemple, dans un contrat d'assurance vie, là, je vais avoir le régime fiscal spécifique au retrait des contrats d'assurance vie, donc une flat tax à 30% sur la quote-part d'intérêt comprise dans mon rachat. En cas de succession, de donation, là, est-ce qu'il y a une fiscalité plus spécifique qui s'applique ou pas forcément? Alors, dans ce cas-là, déjà, on n'applique pas la taxe forfaitaire. En fait, D'accord. la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, elle ne s'applique que pour les transmissions à titre onéreux, c'est-à-dire les cessions, pas pour les transmissions à titre gratuit, c'est-à-dire donation-succession. Donc, si je donne un actif or ou alors qu'il y en a dans la succession, je paye des droits de succession, des droits de donation, selon les règles de droit commun, les relations, enfin les liens de parenté qui vont Bien déterminer sûr. les abattements, le barème, etc., qu'on connaît bien. Et si jamais j'avais fait mon investissement au travers d'un contrat d'assurance vie, à ce moment-là, c'est encore une fois le régime spécifique du dénouement par décès du contrat d'assurance vie selon que les primes ont été versées avant ou après les 70 ans de l'assuré. Très rapidement, Audrey Ferry, est-ce que le projet de loi, enfin la loi de finances qui a été donc validée le 2 février a un impact sur la fiscalité qui peut s'appliquer sur l'or? Alors oui, il y a un impact, pas pour les particuliers, mais pour les sociétés holding. En fait, la loi de finances qui a été adoptée, donc on attend le passage devant le Conseil constitutionnel pour qu'elle soit promulguée, Bien sûr. cette loi de finances pour 2026 tant attendue. Le dispositif, il vise en fait la taxe à 20% chaque année, donc c'est quand même un taux Bien sûr, assez ouais. dissuasif. On appelle cette taxe une taxe sur les biens somptuaires des sociétés holding sur des actifs non affectés à leur activité opérationnelle. C'est pour les sociétés qui sont à l'IS, qui ont plus de 5 millions de patrimoine et dont les revenus sont majoritairement des revenus dits passifs. D'accord. Voilà, donc le champ d'application, c'est uniquement les biens somptuaires. Il y a une liste limitative et y figurent les métaux précieux. La subtilité, en tout cas l'incertitude qu'on a à ce stade, c'est qu'a priori, cette taxe ne s'appliquerait que sur la partie hors physique, puisque dans l'amendement qui a initié ce texte, on visait la taxe sur les métaux précieux, et donc la taxe sur les métaux précieux ne vise que l'or physique et non l'or papier, sauf qu'on a quand même pas mal de holdings qui ont investi vu les belles performances de l'or sur les dernières années. Donc, plusieurs holdings ont investi et il va falloir pouvoir regarder, analyser, voire sortir ces actifs-là ou les arbitrer avant la clôture de l'exercice 2026. Merci Audrey Ferry, on passe tout de suite à Enjeu Patrimoine.